Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et son développement. Alors, comme je le disais au préalable, la réunion est ouverte, celle du lundi 23 janvier. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais vous en faire la lecture. Ouverture de la séance ordinaire du 23 janvier 2023. Le point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, l'ajournement de la séance ordinaire. 4, réouverture de la séance ordinaire ajournée. 5, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire et ajournée du 12 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. 6, réponse aux questions laissées en suspens. 7, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 8, adoption des comptes payés et à payer. 9, autorisation des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2023. 10, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 272-23. Modification, c'est le point 11, des heures d'ouverture des bureaux municipaux et du comptoir postal. 12, achat d'un bureau pour la trésorerie et don à la solidarité Port-Neuf. 13, adhésion 2023 de l'Association des directeurs généraux du Québec, de l'IMQ. 14, le dépôt du rapport des résultats d'analyse des eaux souterraines dans le secteur de la route des 28. 15, adoption du règlement numéro 268-22, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement de zonage numéro 186-14, afin d'agrandir la zone publique et institutionnelle P1. 16, adoption du second projet de règlement numéro 271-22, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à définir les établissements de résidence principale et à revoir certaines définitions relatives aux établissements d'hébergement touristique. 17, renouvellement de l'adhésion à la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond. 18, mini-golf sur neige 2023, il va y avoir une embauche. 19, période de questions et requêtes des citoyens. 20, correspondance. 21, point d'information. Et 22, levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un point à l'ordre du jour? Proposition, M. Paquette. Alors, il est proposé et résolu que cette Assemblée de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne soit levée à 20h03 et ajournée pour être poursuivie immédiatement après la consultation publique qui débute à l'instant. Alors, vu que c'est l'anniversaire de Madame notre urbaniste, Madeline, on te laisse la parole. Venir d'asseoir à l'écouter. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette assemblée publique de consultation concernant le premier projet de règlement numéro 271-22. Donc, un résumé du projet de règlement vous sera présenté et par la suite, nous terminerons avec une période de questions. Donc, le titre du règlement est le suivant. Règlement numéro 271-22, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à définir les établissements de résidence principale et à revoir certaines définitions des établissements d'hébergement touristique. Donc, le but du règlement concerne essentiellement deux éléments. Il vise à revoir les définitions qui sont associées à la classe d'usage relative aux établissements d'hébergement touristique. Et il vise également à définir les établissements de résidence principale et à les autoriser à titre d'usage complémentaire à l'habitation. Donc, c'est des modifications qui sont apportées en raison de l'adoption de la nouvelle loi sur l'hébergement touristique et son règlement d'application qui viennent définir et modifier les catégories d'établissements d'hébergement touristique. Il y a donc lieu d'adapter le règlement de zonage à ces modifications législatives. Donc, l'article 4 du règlement concerne la modification des définitions au règlement de zonage. Nous avons 4 définitions qui sont ajoutées. Donc, nous avons la définition d'établissement de résidence principale, meublé rudimentaire,
pourvoirie et tourisme. Au projet de règlement, vous avez là, les définitions détaillées. Par la suite, depuis, nous avons la définition de gîte touristique qui est modifiée et la définition de chalet locatif qui est retirée de cette section du règlement. L'article 5 concerne la modification de la classe d'usage de l'établissement d'hébergement. Elle sera subdivisée de la façon suivante. Donc, la première catégorie, c'est les établissements hôteliers, comme par exemple les hôtels, motels, auberges ou hôtels-motels. La deuxième catégorie, c'est les auberges de jeunesse ou établissements d'hébergement touristique jeunesse. Et la troisième catégorie est les chalets locatifs ou résidences de tourisme. Donc, l'article 6 du règlement concerne l'ajout d'un nouvel usage complémentaire à l'habitation, soit les établissements de résidence principale. Donc, la location d'une habitation à des touristes par son occupant ayant son domicile principal à l'intérieur de celle-ci sera permise à titre d'usage complémentaire à l'habitation dans toutes les zones, à l'exception des zones où l'usage sera spécifiquement exclu. Lorsqu'il est autorisé dans une zone, l'exercice de cet usage complémentaire à l'habitation devra respecter les conditions suivantes. Donc, l'habitation est offerte en location à des touristes contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. L'habitation peut être louée à un seul groupe de touristes à la fois, au moyen d'une seule réservation. Une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,2 m² contenant les informations exigées par le règlement sur l'hébergement touristique est autorisée. Donc, actuellement, la municipalité n'a pas encore adopté de règlement visant à interdire les établissements de résidence principale à l'intérieur de des zones spécifiques. À ce sujet, vous pouvez transmettre vos commentaires si vous souhaitez que cet usage-là soit autorisé ou interdit là, à l'intérieur dans votre secteur. Et finalement, le projet de règlement vise également à l'article 7, il apporte une modification à la sous-section 19.3.2 du règlement de zonage qui s'intitule Dispositions particulières relatives aux yurts et tipis. Donc, la sous-section sera modifiée de manière à se lire comme suit. Dispositions particulières relatives aux meublés rudimentaires. Les meublés rudimentaires tels qu'igloo, tipis, yurts, prêts à camper, cabanes dans les arbres, dômes géodésiques, carrés-tentes, etc. seront autorisés uniquement à l'intérieur des zones permettant les activités de récréation intensive ou sur un terrain de camping aménagé. Les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. Un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation au référendum sera affiché prochainement et les modalités seront détaillées. Donc, nous sommes à la période de questions et commentaires si vous avez des questions concernant le projet de règlement. Bonsoir, mon nom est Agatha Martel. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, j'ai envoyé une mignette parce que je ne peux pas revenir avec une mignette. Vous aviez déposé un premier projet de règlement qui porte le numéro 267-22. Je pense que c'était en décembre. Mais là, nous avons un nouveau projet de règlement. La question est la suivante, c'est que dans le premier projet de règlement, il y avait une définition sur les hébergements touristiques dans lequel on incluait les résidences principales. Dans le second projet, ça ne m'apparaît pas. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Le premier projet, en fait, il a été annulé là, par le conseil. Là. Il y a une définition d'établissement de résidence principale à l'article 4.1 dans le présent projet de règlement. C'est pour ça que ça aurait été exclu du projet, de la définition d'hébergement touristique? Oui, effectivement, dans le fond, dans le premier de mémoire, là, il était inclus à titre d'établissement d'hébergement touristique. Puis là, il ne sera pas plus inclus dans cette catégorie-là. Il a été défini comme usage complémentaire à l'habitation. D'accord. Est-ce que le projet de règlement qui va viser à définir les zones et tout ça est en préparation actuellement? Présentement, le Conseil n'a pas adopté de règlement distinct visant à interdire là, les établissements de résidence principale dans des zones spécifiques.
D'accord. Est-ce que le Conseil va s'inspirer de règlements autres? Je pense que toutes les municipalités doivent, je pense, adopter un règlement si elles veulent restreindre le Airbnb sur leur territoire, c'est bien ça? Si elles veulent restreindre les établissements de résidence principale, oui, elles doivent adopter un règlement puis un processus là, particulier à suivre. Donc, si une municipalité n'en adopte pas, ils seront permis sur l'ensemble du territoire. Est-ce que le Conseil entend limiter le développement des... Pour l'instant, le Conseil n'a pas statué. Le Conseil n'a pas statué. D'accord. Bonjour. Concernant le règlement... oui, Mathieu Néron, résident ici de la principale. Bonjour. Alors ici, je vais avoir l'information, c'est concernant la modification, la disposition particulière relative au mobilier rudimentaire. Alors, concernant les bâtiments communaux, je peux comprendre que ça pourra être autorisé si le zonage permet une activité récréative, récréo-touristique ou récréative, en fait. Oui, bien effectivement, c'est pas autorisé dans les zones, par exemple, les zones résidentielles ou les zones mixtes. C'est vraiment où que la récréation, c'est intensive est permise ou sur un terrain de camping. Donc, mais à usage personnel ou privé, sur un terrain privé. Présent. Okay. Puis sur une zone résidentielle, exemple, un terrain qui a en partie une zone résidentielle, zone commerciale, zone résidentielle mixte commerciale, est-ce que l'arrière de terrain peut être rezoné récréatif, écotouristique ou pour des activités de loisirs plein air, justement pour l'aménagement de camping touristique? En fait, il faudrait vraiment voir chacune des zones pour vérifier quel usage est autorisé présentement. Vous déposez une demande à ce moment-là. Oui, c'est ça. Si vous avez un projet particulier pour que vous souhaitez avoir aménagé un terrain de camping, permettre la récréation intensive, à ce moment-là, vous déposez une demande de modification réglementaire. Avec un projet sur le sujet référendum, si c'est OK. Alors, c'est bien. Puis pour les zones, pour la partie qui concerne l'allocation des habitations résidentielles, dans le fond, les propriétés qui sont des résidences principales pourront être louées en termes d'Airbnb, selon il faut que vous allez avoir défini les zones, en fait, finalement, c'est ça que je peux comprendre. Donc, c'est encore en processus, vous allez définir les zones s'il n'y a pas d'objection selon les zones qui sont ciblées. En réalité, il faut bien se comprendre, c'est que si la municipalité n'adopte pas de règlement, tout le monde peut louer sa résidence principale. 31 jours et moins. C'est ça, en location court terme. Maintenant, la municipalité peut, par règlement, interdire certaines zones. Mais ça, c'est sujet à un référendum. C'est le procédé d'opposition. C'est ça. Et contrairement au référendum usuel, c'est pas le même pourcentage. C'est la moitié des signatures qui vont permettre un référendum. Mais là, c'est un calcul très compliqué pour savoir le nombre de signatures du ministère. Il y a des gens qui comprennent ça, nous autres, mais sinon, c'est en processus de l'aide, puis s'il n'y a pas d'opposition, finalement, ça va être permis sur l'ensemble du territoire. Parfait. Merci beaucoup. Merci, votre Est-ce que vous avez oui, c'est une consultation publique, c'est ouvert. Alors, Gaëtan Martel, sachant que d'une façon ou d'une autre, en fait, les Airbnb, parce que c'est de ça dont on parle, va être soit dans des zones précises ou à large, est-ce que la municipalité a l'intention d'encadrer, c'est-à-dire de se doter d'un règlement très restrictif, faisant en sorte que soit le nombre de personnes, la possibilité d'avoir un répondant est envisagée, sachant que c'est un peu le fléau un peu partout dans le pays. Pour répondre à ça, j'arrive à me préciser, mais moi, ce que j'en comprends actuellement, c'est le gouvernement provincial qui légifère là-dessus, on n'a rien à faire. La seule chose qu'on puisse faire, c'est qu'on peut déterminer qu'il y a des zones qui n'ont pas de location à court terme. Alors, je comprends que vous n'auriez pas l'intention
Même si on a l'intention, un exemple, c'est pas considéré commercial, ils ne peuvent pas avoir une taxe spéciale. Je veux dire, il y a beaucoup, c'est très réglementé par le provincial actuellement. Alors, il faut suivre ce que le provincial nous dit. Est-ce que je me trompe, en fait, la municipalité pourrait adopter un règlement sur les usages conditionnels pour aller encadrer un peu cet usage-là. Quel genre d'usage? Parle-nous en fait, ça pourrait être une distance, la résidence, il faudrait que les gens fassent une demande, aussitôt qu'ils veulent avoir un établissement de résidence principale, puis ils pourraient avoir, par exemple, une norme de distance. Donc, il faut qu'ils respectent un 200 mètres des autres résidences. Ou, je crois également qu'on peut limiter le nombre de jours dans une année. C'est sûr qu'il y a certaines dispositions qui peuvent être difficiles d'application. Mais selon ce que le provincial nous dit. Mais oui. Il faut suivre ce que le provincial nous dit. En fait, j'ai l'information que certaines municipalités limitaient le nombre de personnes, considérant qu'ils étaient en zone résidentielle. Alors, pour beaucoup, c'est 6 personnes et moins. Alors, ce qui fait pour le résident d'à côté, il y a quand même une certaine assurance que ce ne soit pas le bordel avec 25 personnes dans une... Mais je vais vérifier, j'enverrai des informations. Merci. D'autres questions? Sinon, on va fêter ton anniversaire comme il faut. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Alors, nous sommes rendus à la réouverture de la séance ordinaire du 23 janvier 2023 qui était ajournée pour tenir la consultation publique en lien avec le projet de règlement numéro 271-22 modifiant le règlement du zonage. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire et ajournée du 12 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre, dans les délais requis, la directrice générale et greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé, résolu, d'adopter tel que rédigé les procès-verbaux de la séance ordinaire et ajournée du 12 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. Alors, M. Trépanier. Réponse aux questions laissées en suspens. Les membres du Conseil ont reçu une demande pour l'installation d'une lumière de rue dans le rang Saint-Georges. Après analyse du dossier, les élus ont pris la décision de ne pas installer de lumière. Cependant, une meilleure signalisation sera installée à l'été 2023. Lors de la consultation d'informations sur les résultats de l'analyse des eaux souterraines autour et sur le lot 4 908 068, situé sur la route des 28, certaines questions sont laissées en suspens. Est-ce que la municipalité doit obligatoirement informer les nouveaux propriétaires qui désirent s'établir près du lot 4 908 068 et est-elle obligée d'installer un panneau pour l'identifier? Le ministère recommande à la municipalité de l'inscrire dans la base de données au niveau du cadastre afin d'aviser les gens qui pourraient être touchés par sa présence. De plus, pour les clauses A et B de l'article 126 du règlement sur les déchets solides, il est inscrit. L'accès au dépotoir doit être interdit de façon permanente par une barrière, une clôture imposée de moins 60 cm de profondeur et tout autre obstacle d'au moins 50 cm de hauteur. Le point B, une affiche doit être indiquée qu'il est interdit d'y déposer des déchets sous peine d'amende. À la lueur de ces informations, la municipalité n'a pas l'obligation d'installer une affiche ni de mentionner aux nouveaux propriétaires la présence d'un ancien site d'enfouissement. Cependant, ce lieu est déjà bien identifié et localisé au plan d'urbanisme sur la carte 4. Pourquoi est-ce que le lot 4 908 068 ne figure pas en tant que site contaminé dans le repère du GTC du RELCCFP?
Selon le MELCCFP, le site d'enfouissement n'est pas considéré présentement comme site contaminé, puisqu'aucune démonstration n'a été faite dans ce sens. Nous tenons aussi à mentionner que dans le plan d'urbanisme, il est inscrit: les lieux désaffectés d'élimination des matières résiduelles sont susceptibles de représenter une menace pour la santé et la sécurité publique et le bien-être de la population. Cela n'indique en aucun temps que le lot 4 908 068 soit contaminé. Suite à la transmission du rapport OGEO au souterrain du MELCCFP, nous attendons les recommandations pour la suite dans ce dossier. En première période de questions pour les gens qui doivent quitter, adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 décembre 2022 au montant de 157 909,85 $ et des comptes déjà payés durant le mois de décembre au montant de 128 335,85 $. Les documents sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Monsieur Lausier. Autorisation des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2023. Les membres du Conseil ayant reçu une copie dans les délais prescrits, le maire est dispensé de faire la lecture de la liste des dépenses incompressibles 2023. Une copie de cette liste est disponible sur demande ainsi que sur le site Internet de la municipalité. Il est donc proposé résolu que les membres du Conseil autorisent les dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2023 au montant de 1 714 100 $ et qu'il autorise le paiement de ces dernières. Alors là, j'ai la liste, on l'a dit, j'ai lu la peau, j'ai lu pas. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Trépanier. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 272-23. On va donner la parole à Mme Morin. Jacette Morin, conseillère au siège numéro 3, donne avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 272-23, abrogeant le règlement numéro 258-22 et fixant les taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2023. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Alors maintenant, la modification des heures d'ouverture des bureaux municipaux du comptoir Pascal. Il est proposé résolu que les membres du Conseil de la municipalité de Sainte-Christine-Louvain, sur recommandation du Comité des ressources humaines, modifient les heures d'ouverture de bureaux municipaux et du comptoir postal comme suit. Du lundi au jeudi, à compter de 8 h le matin, parfois c'était 9 h, maintenant c'est 8 h le matin, jusqu'à midi, et après ça, de 13 h à 16 h. Les gens peuvent venir rencontrer les fonctionnaires. Le vendredi, de 8 h à midi, ce qui veut dire que le vendredi après-midi, c'est fermé. Le comptoir postal, alors, lundi, mardi et jeudi, de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. Le mercredi, de 8 h à midi et de 13 h à 19 h. Donc, il y a une amélioration, vous allez trouver le soir. Vendredi, de 8 h à midi et le samedi, qui est à Pau-Vert, maintenant il va l'être, de 9 h à midi. Que le nouvel horaire sera effectif à compter de la semaine du 29 janvier 2023, alors ce qui veut dire que ça va être la semaine prochaine. Madame Jacinthe. Achat d'un bureau pour la trésorerie et donc à Solidarité Complète. Il est proposé résolu d'autoriser l'achat d'un bureau pour la trésorerie pour un montant total maximal de 1 600 $ plus les taxes applicables, que les fonds soient pris à même le budget d'immobilisation prévu à cette fin et que la différence soit comptabilisée dans le compte ameublement d'administration. Que la municipalité offre l'ancien bureau de la trésorerie à titre de don à l'organisme Solidarité Complète. Madame Morin. Adhésion 2023 à l'Association des directeurs municipaux du Québec.
qu'on appelle le RDMQ. Il est proposé et résolu d'autoriser le renouvellement de l'adhésion 2023 à l'RDMQ de Mme Julie Bédard, directrice générale, et de Mme Rosalie Perron, trésorière adjointe pour un montant total de 945 $ plus les taxes applicables, tel que prévu au budget 2023. Alors, Mme Chénaud. Dépôt du rapport des résultats d'analyse des eaux souterraines dans le secteur des routes de 28. Mme Julie Bédard, directrice générale et greffière trésorière, dépose au Conseil le rapport des résultats d'analyse des eaux souterraines effectués par la firme OGEO Eaux Souterraines, qui ont été présentés lors de la consultation d'information citoyenne le 19 décembre 2022. Adoption du règlement numéro 268-22 modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement du zonage numéro 186-14 afin d'agrandir la zone publique et institutionnelle PA. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 14 novembre 2022 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 décembre 2022. Considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 12 décembre 2022. Considérant qu'un avis public annonçait la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard des dispositions faisant l'objet du second règlement, le second projet de règlement a été affiché aux endroits ordinaires le 10 janvier 2023. Considérant que la municipalité ne reçoit aucune demande valide de participation à une procédure référendaire, provenant des personnes intéressées, des zones visées ainsi que des zones continues. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et annoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 268-22, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement de zonage numéro 186-14 afin d'agrandir la zone publique et institutionnelle PA. Alors, M. Paquette. Adoption du second projet de règlement numéro 271-22, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 visant à définir les établissements de résidence principale et à revoir certaines définitions des établissements de complément touristique. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 12 décembre 2022 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant que l'Assemblée publique de consultation a été faite le 23 janvier 2022. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le second projet de règlement numéro 271-22, modifiant le règlement du zonage numéro 186-14, visant à définir les établissements de résidence principale et à revoir certaines définitions relatives aux établissements d'hébergement touristique. Alors, M. Leclerc. Renouvellement d'adhésion à la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, qu'on appelle la CCRSR. Il est proposé par et résolu que les membres du Conseil de Saint-Raymond autorisent le renouvellement en tant que membre à la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, la CCRSR, au montant de 250 $, ce qui est acceptable pour 2023. M. Leclerc. Mini-golf sur neige 2023, la Rouge. Considérant que le mini-golf sur neige est de retour pour la saison hivernale 2023, considérant qu'il doit y avoir une personne sur place pour le prêt d'équipement et le paiement, considérant qu'à la suite des annonces faites, nous avons reçu 3 candidatures qui correspondent à nos besoins. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Isidore Gagné, Pierre Kéba et Anne-Naëlle Robert, à titre de proposer au loisir d'hiver. Mme Chénaud. Le rire de questions et requêtes des citoyens. Parole est à vous. En fait, c'est pas une question que j'ai, M. le maire, c'est juste de dire merci. En fouillant le règlement sur les résidences, je suis tombée sur le règlement modifiant la rémunération des membres du CCU et merci.
D'autres questions? Quelqu'un propose de lever le sang? Il y a des points d'information. Ah, les points d'information. Ah, ouais, c'est vrai. Alors, les points d'information du comité de voirie et des travaux publics, M. Poirier. Bonsoir. Alors, au niveau de la voirie, en décembre, les équipes des travaux publics ont travaillé tout le mois de décembre à préparer les infrastructures de loisirs d'hiver. Ils ont mis aussi beaucoup de temps pour des bris de réseau d'égout. Depuis 6 mois, la municipalité ne cesse de ramasser des vêtements, guenilles, têtes de mât, pris dans les ponts. Cela occasionne beaucoup de frais au secteur. Un deuxième avis a été transmis au propriétaire concerné. La municipalité tient à vous rappeler qu'à l'exception du papier hygiénique, aucun déchet ne doit se retrouver dans le réseau d'égout. Les articles comme les chiffons, serviettes de table, lingettes humides ou désinfectants, couches, coton-tige, cheveux, tampons, serviettes hygiéniques, rouleaux de papier de toilette, préservatifs, huile et graisses alimentaires, nourriture ou litière ne doivent en aucun cas être éliminés en tirant la chasse d'eau. Prenez note que tous les frais reliés à ces bris seront refacturés en surplus sur le compte de taxe 2023 au secteur, tel qu'établi dans le règlement 258-22. Aussi, suite à la tempête du 23 décembre, Hydro-Québec va procéder à l'inspection des arbres en bordure des lignes pour déterminer s'il y a des arbres qui doivent être éliminés et ils seront éliminés prochainement pour ceux qui sont à risque. Puis aussi, il y a un suivi du déneigement qui est amélioré, si on veut. C'est Patrick Vinette qui va être en charge. Oui. Puis si jamais il y avait des commentaires, il appelle sur le cellulaire, c'est ça? Oui, exactement. Si vous avez des plaintes contre le déneigement, vous pouvez communiquer avec les travaux publics au 418-283-3304. Dans le fond, comme M. Paquet l'a dit, là, on a rencontré le déneigement pour améliorer la qualité du déneigement dans notre municipalité suite au début de saison. Ça complète, merci. Vous parlez du déneigement des rues ou des espaces? La période des questions est terminée. Par contre, après la réunion, on se met la question. Comité des ressources humaines, M. Leclerc. Tout d'abord, au nom de la municipalité, je voudrais remercier tous nos employés pour leur excellent travail et pendant la panne de courant du 23-29 décembre 2022. Je pense que vous avez travaillé très très fort. Merci encore. C'est pas mal tout en fait. Oui, non, excusez, je suis ici. Comme vous avez pu voir, là, on a fait l'embauche de 3 employés en tant qu'au loisir d'hiver. Alors, bienvenue Isidore, Anaël et Pierre dans l'équipe de Sainte-Christine d'Auvergne. Et puis, on rappelle aussi que la municipalité est toujours à la recherche de sauveteurs d'animateurs, d'aide animateurs pour le camp de jour pour la saison estivale 2023. Donc, ça fait tout. Mme Morin. Embellissement. Merci, félicitations à France Boyer et Andréane Martel qui ont gagné 100 $ pour le concours de décoration de Noël. Merci à tous les participants. Monsieur Trépanier. Bonsoir tout le monde. Donc, enfin, la patinoire est ouverte grâce à nos conditions météo qui ressemblent plus à un hiver. 7 jours sur 7, de 9h à 22h. La municipalité offre encore cette année le prêt de patins et de casques pour les enfants de Sainte-Christine d'Auvergne, et c'est gratuit, si je ne me trompe pas. En plus. Le mini-golf sur neige est ouvert les samedis et dimanches de 10h à 16h, gratuit pour les citoyens et 5 $ pour les non-citoyens. À noter que le jeu déménagé derrière la patinoire et ses 9 nouveaux trous qui vous attendent cette année. Le sentier pédestre est ouvert, mais le sentier de raquette est toujours fermé suite. Il est ouvert aujourd'hui. Il est ouvert, donc allez en profiter. Dépêchez-vous, il y a une belle neige qui vous attend. Nous offrons la location de raquettes pour enfants et pour adultes au coût de 5 $ pour une journée ou 15 $ pour la saison. Les glissades sont maintenant ouvertes, gratuites et accessibles en tout temps. Elles sont déménagées derrière la patinoire près du mini-golf. Un nouveau cours s'est ajouté à la programmation d'hiver, soit le Kung Fu,
Session de 8 cours les mercredis de 18h à 19h15, débutant le 1er février. 2 places sont disponibles. Sur les cours de combien? 10, je crois. Okay. C'est quand même populaire. Oui. Il reste 2 places. 35 $ pour les citoyens et 49 $ pour les non-citoyens. Une place est encore disponible pour le camp de jour pédagogique de la semaine de relâche. Faites. Monsieur Lausier. Oui, merci. Donc, je vais continuer avec les événements. Le 25 février prochain aura lieu Glace en fête. C'est un samedi, je pense. Voilà. On invite la population à préparer leur souffleuse, leur machine à neige, dans les 3 catégories possibles, soit stock avec roue, stock avec chenille et modifié. Inscription sur place dès 13h. Il y aura démonstration par des professionnels de saut en motoneige aussi. Le spectacle quand même assez intéressant. Les enfants pourront venir pratiquer les arts plastiques dans la salle communautaire. Une butte de neige sera à disposition pour le défi Château de neige. Animation, feu de joie, service de bord et bien plus. De plus, le mini-golf sur neige sera gratuit pour toute cette journée. Nous sommes à la recherche évidemment de bénévoles pour tous les événements, stationnement, bar, surveillance et inscription. Puis aussi au niveau du développement, le bureau de poste, comme on l'a mentionné tantôt, sera maintenant accessible aux citoyens sur les heures d'ouverture de la bibliothèque, en plus des heures d'ouverture des bureaux municipaux, soit le jeudi mercredi soir de 16 à 19h et le samedi de 9h à midi. Merci. Madame Michel. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, 2 choses. Une, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, toujours active au niveau famille et aînés, travaille actuellement pour le dépôt de sa candidature pour être municipalité amie des enfants. Donc, ça vient renforcer encore nos orientations et notre volonté que nous avons de travailler pour la famille. Nous avons quand même sur le nombre de citoyens 80 enfants sur le territoire de la municipalité. Je le dis parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'enfants. On ne les voit pas tant que ça. Finalement, ça justifie, puis ça vient dire continuons dans la lignée où on s'est engagé, dans laquelle on s'est engagé. Pour ce qui est des personnes âgées, on a notre plan d'action, on a des actions qui vont être mises en place cette année, des activités qui vont être réalisées en collaboration avec la FADOC, que nous remercions. Et il y a aussi la gériatrie sociale qui est d'actualité. Il y a une page Facebook qui s'appelle Gériatrie sociale Portneuf. Je vous invite à aller la consulter parce que la gériatrie sociale, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire d'une communauté, la mobilisation de la communauté. C'est des actions de proximité sur les déterminants de la santé et c'est aussi le respect des droits et d'autonomie décisionnelle. Alors, dans le cadre de la gériatrie sociale, il y a des sentinelles. Les sentinelles, c'est quoi? Ce sont des gens comme vous et moi qui suivons une formation qui nous permet de distinguer si une personne a un vieillissement précoce ou c'est un vieillissement normal. Ça veut dire que nos voisins, nos amis, si on se rend compte à un moment donné qu'ils ont trouvé, leur attitude a changé ou leur santé semble, en tout cas, déficiente, on peut faire appel à une navigatrice dans le cadre de la gériatrie sociale qui va la diriger vers des soins ou des ressources qui vont supporter ces gens-là. Alors, c'est une grosse démarche, la gériatrie sociale. Ça se fait en collaboration avec la table de concertation des aînés de Portneuf. Et c'est l'affaire de tout le monde. Alors, je vous invite à aller consulter cette page-là et la municipalité met également sur sa page Facebook et dans l'Écho d'Auvergne des informations pour les familles aînées. Voilà. Merci. Comité, Mme Morin. Concernant l'incendie, l'entente de service de protection avec la ville de Saint-Basile est venue à échéance le 31 décembre 2022. La municipalité tient à remercier le service incendie pour l'excellente collaboration durant les dernières années et surtout lors de la tempête hivernale de Noël dernier. Excellent service au niveau de l'incendie de Saint-Basile. Désormais, la municipalité sera desservie par la Régie portneuvoise de protection incendie. Pour tout permis de brûlage à ciel ouvert, feu d'artifice, veuillez, s'il vous plaît, communiquer au 418-808-4456
ou par courriel à tpi@reppi.ca. L'information se retrouve sur le site web, bien sûr, de la municipalité. Sécurité civile. Le 23 décembre 2022 ainsi que le temps des fêtes 2022 resteront gravés dans la mémoire de bien des gens. Une tempête hivernale est passée de façon agressive dans Portneuf. Vent de plus de 100 km/h, grésil, neige qui a duré plus de 24 heures et qui a occasionné des pannes de courant allant jusqu'à 5 jours. Les travaux publics circulaient sur le territoire afin de couper les arbres tombés par la force du vent. Nous estimons à environ 150 arbres de coupés et au courant des 23 et 24 décembre, 150 arbres au courant des 23 et 24 décembre. Par la suite, du 25 au 30 décembre, il y avait toujours 1 à 5 arbres qui tombaient dans les chemins à chaque fois qu'un employé faisait des tournées, sans compter ceux que les citoyens retiraient par eux-mêmes. Beaucoup de travail sera à faire au printemps, nettoyage des fossés. Des centres d'hébergement étaient disponibles pour les citoyens dans le besoin. En somme, ce que nous pouvions contrôler s'est très bien déroulé. Nos canaux de communication avec la sécurité civile, Hydro-Québec ont très bien fonctionné. La municipalité est très fière de nos citoyens, de leur entraide et de leur autonomie. L'équipe de sécurité publique de la municipalité aura appris de ce sinistre et travaillera prochainement à améliorer ses procédures. Merci. Monsieur Leclerc. En fait, un petit point d'information, peut-être rappeler les gens pour les faux sceptiques, urgence faux sceptiques, il faut communiquer au numéro sans frais, le 1-866-760-2714, on fait le poste 204, et puis c'est sur les heures de bureau de la régie de 8h à 16h du lundi au vendredi. Et en dehors des heures d'ouverture, il faut appeler au 1-800-203-8827. Donc, c'est le contracteur qui va venir tout simplement vider les faux sceptiques. Ça, c'est en dehors des heures d'ouverture. Et là, je me demandais si ça ne serait pas, en fait, une suggestion, si on pouvait l'ajouter dans l'urgence faux sceptique dans notre... niveau domaine. Niveau domaine, c'est sur le site de la municipalité. Oui, bonne idée. Parce que les gens qui nous appellent, pas tout le monde. Alors, c'est tout. C'est beau, merci. Alors, quelqu'un propose de lever l'Assemblée? Monsieur Pocket. Oui, Mathieu, c'est quoi ta question? Je voulais de savoir si ça concernait les espaces, les terrains publics ou bien les routes, les rapports au déneigement? C'était les routes. Les routes.